Au cœur de l'Afrique, au cœur de terre vierge, la Zambie s'étend-elle une symphonie primordiale où chaque vent, chaque pas et chaque cri sauvage participent d'un ordre grandiose que les humains ne peuvent observer que de loin. Zambie sauvage. Terre des prédateurs assassins. Dans les prairies du sud Luangwa, sous le soleil de midi, un chacal à dos noir se ferait un chemin silencieux dans les hautes herbes. Sa silhouette compacte, son pelage doré et noir se confondant avec la terre sèche, ses grandes oreilles pivotant pour capter le moindre son. Le chacal à dos noir est un maître de la patience. Ne comptant ni sur la vitesse d'un guépard, ni sur la force collective d'un lycaon, il choisit la stratégie de se cacher silencieusement et d'attendre le bon moment. Dans la nature, chaque petit individu, comme le chacal à dos noir, avait sa place, non pas en force, mais en prudence, en timing et en capacité à tirer profit des moments les plus fragiles de la nature. Soudain, le chacal se contracta, puis s'élança comme une flèche déchirant le vent. Le bruit de l'herbe qui s'effondrait et des rochers qui volaient se joignait au rythme de la ruée vers la bande d'oiseaux. Mais un seul mouvement suffisit à perturber la surface de l'eau. La bande de pigeons fut secouée un instant. Puis, comme une vague de mouvements simultanés, ils bondirent du sol, le bruit des battements d'ailes déchirant l'air. Le chacal bondit sur l'espace vide. Il marqua une pause, halta, puis leva la tête pour regarder la volée disparaître dans le ciel. Une autre occasion manquée, mais pour une espèce qui se nourrit d'opportunités comme le chacal à dos noir, l'échec fait partie intégrante de la vie. Et le soleil continua de se lever, annonçant une nouvelle traque, une autre opportunité, à un moment plus opportun. Mais l'occasion ne se fit pas attendre. De la lisière de la forêt, une volée de pintades surgit soudain, battant des ailes frénétiquement avant de se disperser vers la flaque. C'était la saison de reproduction, chaque mâle secouait la tête, déployait sa queue pour exhiber ses plumes colorées, poursuivant sans relâche et étalant sa puissance à son adversaire. L'agitation prit les faisans au dépourvu. Au milieu du fracas des ailes et de la lutte pour une partenaire, personne ne remarqua l'ombre basse et silencieuse qui approchait des buissons. Un seul bond.
net, rapide et décisif. Une pintade fut attaquée. Ses ailes battirent frénétiquement pendant quelques secondes, puis se turent sous les griffes du chacal. Le butin n'était pas énorme, mais suffisant pour alimenter la chaleur de l'après-midi qui s'annonçait. Au loin, là où les prairies rejoignaient la lisière de la forêt, un grand groupe d'oiseaux se déplaçait lentement. Leur plumage noir de jais et leur museau rouge vif se détachaient sous la lumière du soleil. Il s'agissait de Calao terrestre du Sud, l'un des plus grands oiseaux d'Afrique subsaharienne. Ils peuvent atteindre 1 mètre de haut et peser plus de 4 kg. Leurs larges ailes leur permettent de voler sur de courtes distances, mais ils se déplacent principalement à pied. Leur long bec, légèrement courbé et puissant, aux crêtes saillantes comme des cornes, les aide à creuser, picorer et manipuler des proies de taille moyenne. L'une de leurs caractéristiques les plus frappantes est la peau nue rouge vive de leur visage et de leur cou, plus large chez les mâles et parfois légèrement teintée de bleu chez les femelles. Leurs grands yeux au long cils aident à réduire l'éblouissement, ce qui est rare chez les oiseaux. C'est un oiseau longévif. Calme et serein, le calao n'est pas pressé. Chaque pas est rythmé par le temps, lié à la terre, aux prairies et à la lenteur de la vie ici. Près des arbres clairsemés et des hautes collines herbeuses de Cafu, une silhouette sombre se détache sur le fond vert brun des plaines. Il s'agit d'une antilope noire mâle au cou haut, dont les cornes sont recourbées vers l'arrière comme des lames d'épée brillantes. L'antilope noire est l'une des plus grandes et des plus belles antilopes d'Afrique. Les mâles ont une fourrure noire foncée, tandis que les femelles et les petits sont généralement châtains. Les mâles adultes peuvent atteindre 140 cm au garrot et leurs cornes peuvent atteindre 1 mètre de long. Mâles et femelles ont des cornes, mais les mâles sont généralement plus foncés et plus grands. Leurs cornes recourbées en forme de croissant constituent un outil de défense efficace, notamment face aux prédateurs.
Ils vivent en petits groupes, généralement composés d'un mâle dominant et de plusieurs femelles. Les femelles restent attachées les unes aux autres, tandis que les mâles matures, qui ne sont plus dominants, quittent le groupe et vivent seuls ou en groupes séparés. Les iblines préfèrent les prairies en lisière de forêt, où l'ombre, l'eau et la végétation basse sont à leur disposition. Malgré leur apparence douce, elles peuvent devenir très féroces lorsqu'elles sont menacées. Leurs cornes recourbées les aident à se défendre efficacement contre des prédateurs comme les lions. Plus au nord, là où les prairies s'enfoncent progressivement dans les marécages, l'eau se rassemble en mares stagnantes et la végétation pousse en touffes flottantes. Voici Bangweulu, une zone humide préservée qui abrite l'un des oiseaux les plus caractéristiques au monde, le bec en sabot du Nil. Son corps imposant, son plumage gris cendré et surtout son grand bec épais en forme de sabot sont des caractéristiques distinctives de cette espèce. Le bec en sabot du Nil peut atteindre 1,2 m de haut et une envergure de près de 2,5 m. Malgré son apparence lente, ce sont des chasseurs précis. Ses cibles habituelles sont les dipneustes, les anguilles, les grenouilles et même les bébés tortues. Il reste immobile pendant des heures dans la boue et les roseaux, attendant l'approche d'une proie. Au moment opportun, le coup de bec est rapide et décisif. Grâce à son grand bec pointu, la cigogne peut s'agripper et tuer sa proie presque instantanément. À chaque saison de reproduction, les becs en sabot pondent généralement 2 œufs. Mais dans la plupart des cas, un seul oisillon survit. Non pas par manque de nourriture, mais parce que la sélection s'opère au sein du nid. Le premier oisillon à éclore grandit plus vite. Lorsque le second éclot avec quelques jours de retard, il est souvent attaqué par son aîné, chassé du nid ou empêché de se nourrir.
les parents n'interviennent pas. Et le processus de sélection est silencieux. Ce phénomène est perçu comme une stratégie visant à assurer le plein développement d'au moins un jeune, dans un environnement hostile aux chances de réussite limitées. Mais il reflète aussi la frontière fragile entre la vie et l'élimination, même à la naissance. Dans le monde des marais, où tout se déroule lentement, même un oisillon doit faire le choix de ne pas y appartenir. Dans les hautes terres le long des rivières, où le sol meuble est érodé en falaises abruptes, des centaines de petits trous ronds apparaissent, ce qui est le signe de l'oiseau le plus brillant ici. Le guêpier, aussi appelé oiseau guêpier, est un groupe de petits oiseaux aux corps élancés et au bec long et recourbé. Leurs plumes sont de couleurs vives, bleu, rouge, jaune et orange, variant selon l'espèce. Ils vivent en groupe, souvent perchés sur de hautes branches ou des fils électriques près de l'eau. Lorsqu'ils détectent une proie, comme des abeilles, des guêpes ou des libellules, ils fondent très rapidement sur elle et l'attrapent en plein vol. Avant de manger, les oiseaux frappent souvent légèrement la proie sur les branches des arbres ou au sol pour laisser tomber le dard venimeux, puis l'avalent. Il s'agit d'un comportement adaptatif typique qui les aide à gérer les proies urticantes. Les guêpiers nichent dans des trous dans le sol. La trouée entière creuse des centaines de trous profonds dans la berge, formant de grandes colonies qui s'étendent sur des dizaines de mètres. À l'intérieur, un petit tunnel mène à une cavité de nidification, où les œufs sont couvés et les petits élevés. À l'après-midi, des nuées d'oiseaux volent dans le ciel, la lumière du soleil traversant leurs ailes créant des traînées de couleurs éclatantes. En Zambie, le guêpier arbore un mouvement doux, rapide mais sans précipitation, beau mais sans ostentation, tel un flot de couleurs traversant la nature originelle. Sur un bras de la rivière Luangwa, où l'eau calme reflète la couleur du ciel, un cri puissant résonne haut, décisif et prolongé. C'est la voix de l'aigle pêcheur d'Afrique, un rapace typique des régions d'eau douce d'Afrique. Son plumage se caractérise par une tête et une poitrine blanches, un corps brun rougeâtre, des ailes noires et des yeux jaunes perçants. Perché sur les arbres nus des berges,
il est facilement reconnaissable à sa posture droite et à ses cris entendus à des kilomètres. Il se nourrit principalement de poissons, qui représentent plus de 90% de son alimentation. De sa position élevée, l'aigle observe l'eau en contrebas. Lorsqu'il détecte une proie, il fond à toute vitesse, ses deux serres largement déployées, et attrape le poisson juste sous la surface de l'eau. Leurs serres sont dotées de bords tranchants spéciaux, ce qui leur permet d'agripper les poissons glissants. Après la capture, les oiseaux retournent souvent se nourrir sur une branche ou un rocher. Dans le calme des rivières et des lacs, le cri d'un aigle est comme une déclaration de la présence non pas d'un seul oiseau, mais de toute une chaîne alimentaire qui dépend de l'eau. Sur l'escarpement du Zambèze, la saison de reproduction des abeilles approche. Des centaines d'oiseaux se rassemblent, le ciel autour du nid résonne de cris, de battements d'ailes et de poursuites tendues. Chaque individu trouve un endroit pour creuser une cavité de nidification, un trou profond menant à la chambre d'incubation dans le sol meuble. Mais le sol ne suffit pas à tout le monde. Les disputes éclatent rapidement. Les couples utilisent leurs ailes et leurs becs pour revendiquer une place. Les emplacements privilégiés, sur des terrains surélevés, moins inondés et près des berges, sont toujours la cible de nombreux couples simultanément. Les roseaux s'éclaircissent et le sol se transforme en gravier sec. Plus d'ailes d'oiseaux ni d'éclaboussures d'eau. Le paysage devient inhabituellement calme. Dans ce silence, une silhouette gracieuse apparaît, aussi douce que le vent qui glisse sur le sol. C'était le caracal, le lynx à oreilles noires, l'un des prédateurs les plus mystérieux et les plus rusés du continent noir. Avec sa fourrure sable clair, son corps compact et ses longues oreilles aux touffes noires dressées comme deux flammes, il se déplaçait entre les buissons d'épines presque silencieusement. Nul besoin d'être grand. Nul besoin de troupeau. Le caracal vivait seul, s'appuyant sur son ouïe extrêmement sensible et ses réflexes rapides comme l'éclair pour abattre sa proie en un clin d'œil. Ses pas étaient calmes, chacun soigneusement mesuré, comme s'il glissait à travers les plis du temps. À l'orée de la brousse, une volée de pintades cherchait sa nourriture, ignorant le prédateur qui les guettait. Terrifié à l'ombre, le caracal s'accroupit au ras du sol, les yeux rivés sur le mâle qui se séparait du groupe. Sans un bruit, il s'approcha silencieusement. Puis soudain,
Le caracal bondit comme un ressort, propulsant son corps à plus de 3 mètres. Un battement d'ailes retentit, mais il était trop tard. Son bond était précis et décisif. Sans hésitation, il emporta le corps de sa proie et se retira discrètement dans les buissons, ne laissant derrière lui que de faibles empreintes de pas dans le soleil couchant. Quelles espèces ont su vous impressionner par leur tactique de survie? N'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo. Appuyez sur la cloche et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires sauvages de la nature majestueuse. Le soleil vient de se lever sur la savane. Mais sous cette couche de paix, le chaos l'attend. La gazelle de Thompson se sépare du troupeau. Ses oreilles frémissent, ses yeux grands ouverts. Elle ignore que deux prédateurs guettent de deux directions opposées. La course commence. Mais pas entre la proie et le chasseur, mais entre deux chasseurs. Un combat acharné dans la danse de la vie et de la mort. Savane, la course à la mort, quand les chasseurs deviennent proie. Savane africaine. Un océan d'herbes sans fin sous le ciel bleu, où la vie et la mort se croisent à chaque respiration. Sous un soleil de plomb, des troupeaux de gnous, de zèbres et de gazelles de Thompson se déplacent sans cesse, créant un gigantesque flux de vie dans la nature. Mais la savane n'est jamais paisible. Dans les hautes herbes, les yeux dorés du lion observent sans cligner. Et le guépard aussi. L'homme le plus rapide de la planète Rhodes. Ici, l'instinct de survie s'exprime par la vitesse, la force et la sagesse. La savane ne choisit pas son camp. Elle nourrit la vie, mais n'hésite pas à la saisir. Et c'est cette férocité qui a créé un écosystème sauvage riche et majestueux sur cette planète. Dans les vastes prairies, cette créature a une silhouette élancée, mais cache une vitesse inimaginable. Guépard. Contrairement à tous les autres grands félins, le guépard n'est pas seulement un chasseur, mais un athlète né.
Son corps semble façonné par le vent, élancé, long et flexible, avec des pattes fines et nerveuses et une colonne vertébrale flexible qui se plie comme un arc élastique, lui permettant de s'élancer à des vitesses allant jusqu'à 110 km/h en quelques secondes seulement. C'est le plus rapide du monde animal terrestre. Les guépards ne choisissent pas de grandes proies, mais ciblent de petites créatures agiles comme l'antilope de Thomson, les gazelles ou les antilopes nouvellement élevées. C'est une question de vitesse, et même une fraction de seconde de retard peut être synonyme de famine. Dans les prairies, la tension est présente à chaque pas, comme si chaque pas pouvait être la dernière échappatoire. Lorsque la gazelle de Thomson sent le danger, le troupeau explose comme une vague, se dispersant dans différentes directions, laissant le chasseur dans l'incertitude quant à sa cible. Les guépards ont l'avantage d'une accélération supérieure, mais les gazelles de Thomson ont un défaut dont même les plus rapides doivent se méfier. L'incertitude de Thomson. Elle ne court pas en ligne droite. C'est là leur véritable arme contre les chasseurs de vitesse. Les gazelles de Thomson sont petites, agiles et extrêmement alertes. Elles sont leur proie favorite. Pesant seulement 20 à 30 kg, leur corps est comme un ensemble de muscles compacts et solides, conçus pour la course. C'est leur capacité à changer brusquement de direction, comme une flèche déviée, qui constitue leur véritable arme contre les chasseurs de vitesse. Le troupeau de guépards s'approcha silencieusement, utilisant chaque buisson bas comme abri. À moins de 70 mètres de distance, un guépard accéléra soudainement. Le jeu de vitesse commença. L'antilope de Thomson se mit aussitôt à courir, évitant constamment le guépard. La poursuite ne dura que quelques dizaines de secondes, mais elle décida de la vie ou de la mort de la proie. Le guépard la rattrapa, bondit sur le corps de l'antilope et abattit rapidement sa proie. Une chute mettait fin à la chasse, une blessure signifiait la mort. L'antilope de Thomson zigzaguait constamment et tirait sans relâche, faisant de chaque poursuite une question de vie ou de mort.
Et même s'il était le chasseur, le guépard était toujours sur la ligne entre la victoire et la défaite, entre la survie et la faim. Dans ce jeu de vitesse, l'erreur était inadmissible. Lors de la saison de reproduction, qui n'est pas fixe tout au long de l'année, les guépards se signalent par l'odeur de leur urine et leur posture. Après l'accouplement, le mâle s'en va, laissant la femelle élever seule les petits. La gestation dure environ 90,95 jours, et chaque portée compte de 2 à 6 petits. Les petits naissent avec une longue fourrure gris argentée sur le dos, un camouflage qui les fait ressembler à des abeilles ou des blaireaux. Cela rend les prédateurs méfiants. Le taux de mortalité des petits guépards est très élevé, jusqu'à 90% dans la nature, principalement dû aux hyènes, aux lions et même aux aigles. Les petits survivants suivent leur mère pour apprendre à chasser avant de se séparer du troupeau et d'entamer une vie indépendante et périlleuse. De derrière l'herbe basse, une petite créature jaillit comme une flèche vivante. Le petit, les yeux brillants de la première lueur instinctive, s'éveilla. Devant lui, un petit impala leva les yeux, surpris, et s'élança aussitôt. Ce n'était pas un chasseur aguerri, mais un novice dans ce jeu de la vie et de la mort. Il se précipita sur sa mère guépard et bondit sur sa proie en fuite. Il manqua sa cible. Il fallut que la mère guépard attrape la proie rapide. Les petits pourraient avoir un repas pour cette chasse. La mère guépard savait que ce n'était pas un simple bond manqué, mais un moment de maturité. Dans le monde des prédateurs, personne ne n'est tueur. Il faut des chutes, des essoufflements, des premières égratignures, pour que demain, non seulement il court plus vite, mais qu'il sache aussi quand charger, quand attendre. Sous le soleil brûlant de Savannah, où le vent souffle de la poussière rouge et où le sol est toujours marqué des griffes de la vie et de la mort, deux célèbres prédateurs partagent un vaste territoire.
Les lions et les guépards sont tous deux des prédateurs de premier plan, aux stratégies, tailles et rôles totalement différents dans l'écosystème. Ils sont également le théâtre d'innombrables affrontements intenses et féroces. Le lion, roi de la savane, est non seulement un symbole de force, mais aussi une créature dotée de la structure sociale la plus sophistiquée du monde des carnivores. Les grands mâles, pesant jusqu'à 250 kg et dotés d'une épaisse crinière de feu, jouent le rôle de protecteur du territoire et des petits. Les femelles sont de véritables guerrières prédatrices qui coopèrent en formation, se répartissent les rôles et se coordonnent en silence. Un seul bond peut atteindre 11 mètres de long et une vitesse de 80 km/h, et une morsure au cou de la proie anéantit tout espoir. Les femelles du troupeau constituent la principale force prédatrice, se divisant discrètement en arcs de cercle, encerclant la proie de multiples côtés, se cachant dans les hautes herbes. C'est dans les zones où les antilopes sont abondantes et où les proies sont abondantes que les lions et les guépards se rencontrent souvent. Quand les ressources se font rares, la concurrence devient féroce. Alors que le soleil brille dans le ciel brûlant de la savane, le guépard vient de terminer une chasse intense et savoure son festin. La petite gazelle de Thompson gît immobile sous ses griffes, victoire de courte durée, trempée de sueur et d'énergie. Mais une telle victoire, dans cette prairie, n'est jamais garantie. Au loin, l'herbe se fend légèrement. Pas un bruit précipité, pas une charge précipitée. Juste un pas lourd, lent, mais autoritaire. Un lion apparaît. Inutile de se cacher, de poursuivre. Il fonce droit sur sa proie, baisse la tête pour attraper la viande qu'il n'avait pas besoin de chasser. Comme s'il recevait quelque chose qui lui revenait de droit. Le guépard releva la tête, les yeux écarquillés, et grogna doucement, non pas de manière menaçante, mais par réflexe. Il savait ce qui se passait, et pire encore, il ne pouvait rien y faire. Sa présence suffisait à imposer l'ordre.
Un ordre qui n'avait pas besoin d'effusion de sang pour asseoir sa position. Le guépard battit en retraite, sans siffler ni riposter. Trop fatigué, il était trop conscient que toute tentative de retenir sa proie ne lui causerait que des blessures inutiles. Le butin de guerre ne résultait pas de sa vitesse, mais de sa supériorité absolue dans l'écosystème du troupeau. Au loin, la silhouette du guépard disparaissait peu à peu dans l'herbe, fière mais impuissante, tel un as de la vitesse repoussé par le véritable maître des prairies. Pas un mot, pas une blessure. Le vol se termina dans le silence, mais il réitéra une règle ancestrale. Ce n'est pas le chasseur le plus rapide qui survit, mais celui qui fait reculer les autres. La puissance des lions réside dans leur unité brutale. Une troupe de lions adultes est une formation de chasse raffinée, où chaque pas, chaque regard est coordonné comme un instinct programmé. Dans la nature, les lions ne sont pas seuls, c'est pourquoi ils règnent. Les guépards sont des chasseurs rapides, mais ils ne sont pas à l'abri d'être attaqués par des prédateurs plus puissants. Lorsque lion et guépard partagent le même territoire, il ne s'agit pas seulement d'une compétition pour la proie, mais d'une lutte entre puissance et vitesse, entre le dominant et le vivant, à la limite de la vie et de la mort. Le guépard se retourna et s'enfuit, telle une flèche décochée par un arc. Mais le lion se releva en rugissant, ce son n'était pas un avertissement, mais une déclaration, ceci est mon territoire. La poursuite reprit. Le lion chargea rapidement et acheva l'ancien chasseur. Le guépard était désormais la proie du plus fort. Le roi de la savane. La savane était soudain devenue un champ de bataille. Le lion ne mangea pas le guépard. Il n'en avait pas besoin. L'attaque n'était pas motivée par la faim. C'était une déclaration. Une condamnation à mort pour celui qui osait se battre pour le territoire, un rappel que cette savane n'abrite qu'une seule espèce, le roi. Et le roi n'a pas besoin de raison pour être tué, témoignage de l'instinct absolu, où les forts n'ont pas besoin de se battre beaucoup, juste au bon moment. La mort, aux yeux du lion, ne comportait aucune émotion. Dans ce monde sauvage, l'altruisme n'a pas sa place.
La mort peut venir non pas de la faim, mais de l'orgueil. Le guépard, le chasseur solitaire, le génie de la vitesse devint alors un fugitif, une proie, simplement parce qu'il osait exister aux côtés du roi de la savane. La savane est un lieu là où la pitié et le regret n'ont pas leur place. Le guépard, bien qu'habile chasseur, devient parfois une proie. L'instinct et l'expérience sont des choses qui s'aiguisent. La faiblesse, même d'un instant, suffit à être éliminée du cycle impitoyable de la nature. La savane ne juge pas. Elle se contente d'être témoin. Elle est témoin des attaques manquées, des pièges, des combats pour la proie et des derniers regards avant d'être engloutie par les ténèbres. Ici, la vie ne s'arrête jamais. Elle continue avec ce qu'elle a de plus sauvage et de plus pur, la traque, la vitesse, la force et les cicatrices laissées sur le corps des survivants. Et c'est cette férocité, cruelle mais juste. C'est aussi ce qui fait la beauté de la savane. Où chaque créature, qu'elle soit royale ou faible, doit apprendre à survivre ou disparaître à jamais. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le périple acharné des dirigeants et des faibles dans la savane africaine. Où chaque pas est un choix de vie ou de mort, et chaque instant où la sculpture est une leçon de lutte pour la survie.